Fef, je suis rentré. Fef, c'est peu le. Je rentre de vacances seulement la semaine prochaine. Donc tu vas être livré à toi-même pour la sponsor NordVPN d'aujourd'hui. Tâche de ne pas me le faire regretter. Oh, mais le Fef, il voyage dans le temps comme dans Retour vers le futur. Il a écrit sa lettre il y a 2 semaines et il est en train de me parler de la réclame tôt aujourd'hui. Il est quand même trop fort. So, on va voir qu'est-ce que Tom de NordVPN il a écrit dans son mail. Bonjour, Sosef, que ça c'est moi. Ton chef m'a dit que tu serais autonome sur la prochaine intégration. Positif. Ah, mais ça veut dire la réclame en fait, hop là. Tu peux appliquer les guidelines habituelles. Ça veut dire ne pas utiliser de contenu illégal pour faire ta sponsor. Ok, d'accord, donc ça doit rien dire que si je le faisais, j'irais en prison. Ça devrait arriver. Tu peux expliquer en revanche le principe de fonctionnement d'un VPN et expliquer en quoi NordVPN peut être utile aux viewers d'Astronogeek. Ah fils, moi je sais qu'avec un VPN on peut faire semblant qu'on est connecté n'importe où dans le monde, mais je sais pas comment que ça marche. Moi d'habitude juste je l'allume et je choisis le pays et c'est tout. Je suis pas un spécialiste de l'ordinateur. Hop là, je fais juste dire aux gens qu'il suffit qu'ils allument NordVPN et que hop là ça marche tout seul. Moi, je suis resté dans la France de l'intérieur pour les vacances, mais même que s'ils auraient allé dans un autre pays, ils auraient quand même pu aller sur les sites français qui veulent qu'on est connecté en France, comme les sites de vidéos comme Canal+, ou le site de la banque que si on se connecte de ailleurs, ils croient que c'est du broutement et ils te bloquent. Hop là. Tu peux aussi parler du système de protection anti-menace. Aïe oh, ah si, mais ça en fait non plus, je sais pas comment que ça marche vu que d'habitude ça s'allume tout seul avec NordVPN. Tu peux expliquer que même quand le VPN n'est pas connecté, protection anti-menace reste actif et protège du phishing, des cookies malveillants ou bloque les sites frauduleux. Aïe oh, et en plus ça gueule même pas toutes les 10 minutes comme Avast que la page de signature de virus elle a été mise à jour. N'oublie pas de terminer l'intégration avec le CTA. Positif le CTA. CTA, Call to Action. Aïe oh, c'est quand je dis qu'il faut expliquer que sur le lien, il est dans la description et qu'il faut utiliser le code Astronogeek et que comme ça après tu as 4 mois gratuits sur ton abonnement de 2 ans et que même que si t'es pas content pendant 30 jours, NordVPN il te rembourse. Hop là. Bon ben ça devrait pas être très difficile, hein, il me reste plus qu'à l'enregistrer. Qu'est-ce qui t'arrive, mon lapin? Tu as froid? Non, j'ai juste eu un frisson, comme si quelque chose de terrible était en train de se passer. Cette vidéo a été écrite par Antonin Charmet. Dans les histoires que je vous raconte, il arrive qu'une ou plusieurs personnes soient au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais souvent, on entend par là que ces gens n'ont pas eu de chance, qu'elles se sont retrouvées face à un danger extrême bien malgré elles, que leur destin leur a joué un mauvais tour ou que la vie s'est acharnée contre eux. La vidéo que vous êtes en train de regarder ne va pas déroger à cette règle, mais aujourd'hui, je voudrais démarrer cet épisode en vous disant que la prochaine fois que vous appellerez votre patron pour lui annoncer que vous ne viendrez pas au boulot parce que vous êtes cloué au lit, alors que bon, en vérité tout va bien et que vous avez subtilement planifié une petite sortie en couple ou en famille, réfléchissez-y à 2 fois. Surtout si vous êtes un cinéphile au goût douteux. Ouais, je sais, ça peut paraître très con comme intro, mais vous allez voir. Le dimanche 13 septembre 1987, Woudiriniao da Silva, oui on est au Brésil, le type s'appelle pas Jean-Paul, bref, Woudiriniao appelle son boss pour lui dire qu'aujourd'hui il se sent pas très bien, qu'il va donc pas venir bosser et qu'il reviendra après le week-end avec un mot du médecin, c'est promis. Il raccroche et se retourne alors vers sa femme et ses enfants pour leur annoncer qu'ils vont pouvoir se faire une petite journée en famille. Et ça tombe bien, en ce moment au ciné, il y a le dernier film Disney à l'affiche. Parfait pour une petite sortie dominicale avec les gamins. Bon, il se trouve qu'il s'agit de Herbie Goes Bananas, plus connu en France sous le titre La coccinelle à Mexico, qui s'avère être un four monumental. C'est le 4e épisode de la série La Coccinelle et scénaristiquement, on arrive un peu au bout des idées sympas de ce qu'on peut faire avec une Volkswagen vivante. Bon, c'est pas le sujet principal, mais d'une, je digresse si je veux, et oui, vous pouvez mettre graisse en commentaire, y a pas de problème. Et de 2, vu ce que cette décision va déclencher, on aurait au moins pu apprécier que notre brave père de famille soit pas allé voir un navet. Encore que même un navet, ça a l'air plus fun que son boulot, à notre brave homme.
En effet, il a été affecté à la surveillance d'un ancien bâtiment abandonné depuis 2 ans. Il doit rester là, le cul posé sur une chaise toute la journée, et empêcher que quelqu'un ne rentre sur le terrain. Ouais, pas étonnant que de temps en temps tu puisses avoir envie de frauder un arrêt maladie. Bien entendu, il ne sera pas remplacé ce jour-là, et la chaise vide ne passera pas inaperçue pour tout le monde. Ça fait des semaines qu'un petit ferrailleur du quartier lorgne sur le site interdit au public. D'autant plus que les rumeurs disent qu'il pourrait y avoir un peu de ferraille sympa à aller dénicher dans cette mini-friche industrielle pour se faire un peu de pognon. Alors, quand il passe nonchalamment devant le bâtiment ce jour-là et qu'il remarque l'absence du gardien, il appelle un pote pour lui filer un coup de main, et c'est avec quelques sacs à remplir et quelques outils que Roberto dos Santos Alves et Wagner Mota Pereira, bah oui, on est toujours au Brésil, vont s'introduire furtivement dans la bâtisse à demi démolie. Ils n'auront pas besoin de chercher longtemps la source de toutes ces rumeurs, puisqu'ils vont rapidement tomber sur une espèce de chaise de dentiste surmontée d'une sorte de gros télescope en métal qui y est attaché. Les deux pillards ne sont jamais allés à l'école, ils n'ont jamais vu ça, et leur analphabétisme les empêche de comprendre les différentes écritures et les différents symboles inquiétants présents sur le fût métallique. Dommage. Ils entreprennent alors de démonter ce qu'ils peuvent pendant que Choupette, la coccinelle de Disney, se fait enfermer dans les cales d'un bateau par des pilleurs de ruines archéologiques. Quelques minutes plus tard, leurs sacs sont remplis de divers objets métalliques et notamment une sorte de capsule, pas plus grande que ça, qui se trouvait dans le gros télescope étrange. Roberto et Wagner rentrent rapidement chez eux sans encombre après avoir pillé les anciens locaux de l'IGR, l'Instituto Goiano de Radioterapia. L'Institut de radiothérapie de Goiânia, la ville dans laquelle se passe notre histoire, a accueilli des patients souffrant de cancer pour traiter leur maladie pendant 14 ans avant de décider de déménager pour des locaux plus grands en 1985. La technique de la radiothérapie utilise un faisceau concentré de rayons ionisants dirigé vers la zone affectée par le cancer. À cette fin, l'IGR utilisait entre autres appareils une Césapane F3000. Ça claque comme nom, hein? Ouais, c'est mortel. Abonne-toi pour toujours plus d'humour douteux. Cette machine possédait, logée dans sa protection de plomb, une capsule contenant 93 grammes de chlorure de césium, comprenant notamment le radioisotope césium-137, hautement radioactif, et ayant une demi-vie de 30 ans. Les patients s'allongeaient sur une table sous la machine, exposant la partie de leur corps à traiter. Une fois tout le monde en sécurité, un système de pivot plaçait la capsule face à une ouverture, déclenchant ainsi son faisceau. Pourquoi faire ? Eh bien parce que les rayonnements issus d'un matériau radioactif sont dits ionisants. Entre autres choses, ils vont casser des molécules. Si vous exposez une cellule vivante à un rayonnement ionisant, vous allez abîmer son ADN. Heureusement, ladite cellule est capable de le réparer, sauf quand elle est en pleine mitose, c'est-à-dire en plein processus de multiplication. Abîmez l'ADN d'une cellule en train de se multiplier et vous la condamnez. C'est là l'idée de base de la radiothérapie, infliger un rayonnement délétère aux cellules d'un malade et le doser juste assez pour que ces cellules saines s'en remettent, pendant que les cellules en train de se multiplier frénétiquement, elles, ne s'en relèvent pas. Et qui se multiplient frénétiquement dans un organisme ? Les cellules cancéreuses. Le rayonnement radioactif peut être mesuré de diverses manières. Pour notre cas, on va parler en Gray. C'est une unité de mesure qui s'intéresse à la quantité d'énergie absorbée par les objets et plus particulièrement les matières organiques. Vous voyez cette capsule de tout à l'heure ? Bon, en fait, c'est un cale-porte, mais il a à peu près les dimensions de la capsule ramassée par nos deux ferrailleurs. À l'intérieur se trouvaient donc 93 grammes de chlorure de césium-137 qui, eux, avaient un volume similaire à ceci. Et ce volume de césium émettait 4,65 Gray par heure. À titre de comparaison, la réglementation française fixe la dose maximale admissible en dehors des traitements médicaux localisés, comme la radiothérapie donc, à 0,001 Gray par an. Pour info, à 8 Gray, vous mourrez en quelque chose comme une quinzaine de jours, 30 Gray, ça vous prendra 24 heures, et à 50 Gray, c'est de l'instantané. Et donc, pour contenir toute la puissance destructrice de ces 93 grammes de césium, celui-ci était enfermé dans une capsule en plomb.
Un système rotatif permettait de l'exposer, puis de le remettre en sécurité. Bref, l'appareil Cézanne F3000 avait été acheté en 1977 par l'IGR, et en 1985, il commençait à devenir obsolète en termes de conception, mais pas vraiment en termes de radioactivité. Enfin si, avec une demi-vie de 30 ans, le césium avait déjà perdu en radioactivité, mais pas tant que ça. Quoi qu'il en soit, l'IGR achète une machine plus récente fonctionnant avec du cobalt au lieu du césium, plus sécure car moins friable. Jusqu'au jour donc où la clinique fait ses bagages, déménage, puis revient s'occuper de ses machines. Seulement voilà, ce genre de dispositif c'est pas particulièrement simple à déplacer, et heureusement du reste. Ils prennent une machine avec eux, mais pour une raison de logistique, l'appareil au césium est resté sur place en vue d'être récupéré plus tard, semble-t-il. Mais à partir de ce moment-là, rien ne se passe comme prévu, et la clinique abandonnée se retrouve au milieu d'une guéguerre juridique. En septembre 1986, l'IGR et le propriétaire du site désormais abandonné depuis un an sont en procès depuis de longs mois. Et c'est à ce moment-là que le tribunal déclare avoir connaissance de la présence de matériel radiologique laissé sur place. Ce qui se passe ensuite n'est pas très clair, mais il semblerait qu'au mois de mai 1987, le directeur d'Ipsago, une boîte d'assurance, ait utilisé la force policière pour empêcher l'un des propriétaires de l'IGR de retirer les objets qui avaient été abandonnés sur le terrain ne leur appartenant plus. Dès lors, l'IGR considéra que c'était à Ipsago d'assumer la responsabilité de la gestion du dangereux appareil qui se trouvait toujours là. Techniquement, à partir de cet instant-là, le cœur radioactif du Cézanne F3000 de Goiânia n'est plus soumis à un contrôle réglementaire adéquat et est laissé à l'abandon, susceptible d'être subtilisé et ou mal géré, ce qui le classe de fait, selon le vocabulaire du domaine de la sûreté nucléaire, comme étant une source orpheline. Et ça pue. Ça pue grave. Et la ville de Goiânia est sur le point de s'en rendre compte. Au lieu de faire retirer cette véritable bombe à retardement, le tribunal fait donc le choix de désigner un garde de sécurité pour surveiller la clinique abandonnée, le temps de régler judiciairement le litige en cours. Voilà. Mais bon, il y avait la coccinelle à Mexico au cinéma, et du coup la surveillance d'un engin de mort, ça va 2 minutes. Quoi qu'il en soit, depuis son retour chez lui, notre pillard ferrailleur s'attelle au démantèlement de ses trouvailles. Pendant 5 jours, Roberto s'acharne entre autres sur la fameuse capsule à l'abri des regards, sous un manguier dans sa cour, afin de pouvoir vendre les pièces métalliques à bon prix. Le 18 septembre, en y enfonçant un tournevis, il réussit à briser la petite paroi en verre par laquelle les radiations étaient libérées. Il découvre alors une substance poudreuse et crayeuse qui s'en échappe. Pensant qu'il s'agit peut-être de poudre à canon, Roberto tente d'y mettre le feu. Bon alors, je vais bien essayer de pas être trop condescendant, mais il y a des jours, je vous jure, c'est moins facile que d'autres. En gros, tout ce qui va suivre maintenant résulte en grande partie de l'analphabétisme de tous les protagonistes. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de sûreté atomique dans son rapport d'enquête. Que les choses soient bien claires. Banlieue pauvre de Goiânia, 1987, gens qui sont pas allés à l'école, c'est pas leur faute. Mais à partir de là, tout ce qu'il faut pas faire, ils vont le faire. Tout ce que vous n'imagineriez même pas faire, ils vont le faire. Bref, heureusement pour Roberto et heureusement pour le reste de la ville, voire même pour tout le pays en fait, le chlorure de césium n'est pas inflammable. Notre ami, abandonnant son projet de tout faire péter, rassemble son trésor dans une vieille brouette et apporte le tout à une casse dirigée par un certain Devair Ferreira. Il en tire 25 $. Bon, de toute façon, ça fait 5 jours que Roberto et Wagner ne se sentent pas très bien. Ils vomissent, ont des vertiges et même des crises de diarrhée. Sans doute une intoxication alimentaire, se disent-ils. Le médecin recommande d'ailleurs à Wagner de se reposer une bonne semaine pour que ça passe. Et ce, malgré l'apparition étrange d'une brûlure sur sa main, de la taille et de la forme exacte de la petite plaque de verre de la capsule, qui trône désormais sur une étagère dans le garage de Ferreira, et à la nuit tombée, celui-ci va alors remarquer quelque chose de bien étrange. Une lueur bleue émane du petit cylindre perforé. Pourquoi brille-t-il d'une étrange lueur bleue ? À cause de l'effet Vavilov-Cherenkov. Aucun d'entre eux ne le sait,
Mais ce césium est tellement radioactif que les rayons qui s'en échappent créent des ondes de choc dans l'humidité présente dans l'air. Rappelez-vous, le Demon Core, Tchernobyl ou encore les rayonnements cosmiques à haute énergie. On a déjà croisé l'effet Cherenkov une paire de fois sur cette chaîne et ça s'est jamais bien passé. Mais, impressionné par cette vue et pensant que le matériau devait être, à minima de grande valeur, voire magique, Ferreira apporte alors le récipient dans sa maison, avec dans l'idée d'en tirer un morceau suffisamment gros pour fabriquer une bague pour sa femme. Quoi qu'il en soit, quelques jours plus tard, la famille Ferreira invite des amis à venir jeter un œil à ce spectacle incroyable et, le 21 septembre, l'un des convives réussit à libérer plusieurs morceaux de cette bien étrange matière, de la taille de petits grains de riz tout au plus. Ivo, le frère de Ferreira, y trempe même un doigt pour s'amuser à tracer une croix lumineuse sur son abdomen. Bref, les bonnes idées continuent. Les amis et la famille se séparent en emportant chacun une partie de la précieuse poudre aux allures de paillettes fluorescentes de carnaval, répandant ainsi, sans le savoir, la contamination dans toute leur communauté. La femme de Ferreira, Maria Gabriela, s'amuse même à recouvrir ses pyjamas de cette poudre bleue étincelante, ainsi que ses draps de lit et, j'imagine pour pimenter un peu la soirée, son... Voilà. Ouais, quand je disais que même les pires idées que vous auriez pas imaginées. Sa mère vient lui rendre visite lorsqu'elle commence à vomir et elle se contamine à son tour au passage, au contact du césium. Ivo rapporte chez lui quelques-uns de ces incroyables flocons brillants qu'il pose sur la table familiale pendant le repas. Sa fille de 6 ans, Leyde, se montre particulièrement réceptive. Elle est fascinée par ce qui, aux yeux d'une petite enfant, n'est rien d'autre que de la poudre de fée, et s'amuse à la frotter sur ses bras et ses mains pour briller de 1000 feux. Et bien entendu, vous savez comment sont les enfants. Au moment de manger, elles ne pensent pas spécialement à se laver les mains au préalable. En moins de 10 minutes, les vomissements commencent. Parlons contamination un instant. Vous avez déjà vu des images de décontamination qui consistent à tout laver à grande eau et au savon. C'est parce que si le contaminé a des poussières radioactives sur lui, on peut l'en débarrasser et ça va. Mais si on interdit strictement de consommer quoi que ce soit dans un environnement à risque, c'est parce qu'une fois ingérées, les substances radioactives, vous pouvez plus les rincer. Pire, un bon paquet d'entre elles ont des propriétés chimiques similaires à... certains trucs que votre corps a pour habitude de métaboliser. En gros, elles vont pas juste traverser votre tube digestif pour ressortir de l'autre côté, non. Elles vont infuser dans tout votre organisme et y rester. Et ça, c'est clairement le pire qui peut vous arriver. 10 jours après l'ouverture de la capsule, un nombre significatif de personnes commencent à vomir, à avoir la diarrhée et à présenter des lésions cutanées diverses comme de mystérieuses brûlures. Les médecins locaux attribuent ces symptômes à des maladies tropicales obscures ou à des intoxications alimentaires. Maria Gabriela finit quand même par remarquer que de nombreuses personnes, dont elle-même, tombent malades après avoir été au contact de cette substance mystérieuse, et elle commence à rassembler les pièces du puzzle. Le 28 septembre, soit 15 jours après la découverte de la capsule de césium, accompagnée d'un employé de l'entreprise de son mari, elle se rend dans une décharge concurrente où avaient été revendus les restes des pièces provenant des locaux désaffectés de l'IGR, les récupère dans un sac en plastique et se rend en bus à l'hôpital Vigilancia Sanitaria. L'employé qui l'accompagne porte le sac en plastique sur son épaule et le pose sur le sol pendant le trajet en bus. Trajet d'1 heure dans un espace clos, avec une source radioactive et des passagers qui montent et descendent sans se rendre compte de rien. Vous voyez l'employé de radiologie qui entre dans la pièce avec un gilet en plomb et qui s'attarde pas? Bon. 1 heure dans un bus avec une capsule de césium avec un trou béant. Une fois à l'hôpital, Maria Gabriela présente le sac au docteur Paulo Roberto Monteiro, en lui disant que son contenu est en train de tuer sa famille. Le médecin, tout d'abord sceptique, envoie ses étranges patients vers un autre centre de santé spécialisé dans les maladies tropicales. Une fois ceux-ci sortis de son cabinet, il prend tout de même le temps de déplacer le sac en question sur une chaise dans la cour intérieure du centre de santé.
Sceptique, mais pas fou quand même. Les divers médecins, spécialistes ou non, commencent à discuter entre eux de tous ces étranges patients qui leur arrivent d'un peu partout. Et assez rapidement, l'hypothèse de la maladie tropicale est écartée. Après concertation, ils contactent le département d'État qui dépêche un médecin spécialisé en radiologie sur place pour venir examiner le mystérieux sac plastique. Mais le gars n'est pas disponible avant le lendemain matin. Après être passé chercher un scintillateur auprès d'une agence gouvernementale spécialisée dans le nucléaire et habituellement utilisée pour de la géologie, il finit enfin par se rendre sur le site. Un scintillateur, c'est un peu comme un compteur Gégère. Le Gégère émet un son, le scintillateur, lui, il émet une lumière. Le toubib décide alors d'allumer le dispositif dans la rue en sortant de sa voiture. Son détecteur s'emballe et affiche instantanément sa valeur maximale, et ce, quelle que soit la direction vers laquelle il est pointé. Notre homme pense alors qu'il s'est fait refourguer un appareil défectueux, il peste, fait demi-tour et perd alors 2 heures supplémentaires pour aller en chercher un autre. Bien évidemment, vous le voyez venir, une fois de retour, le second scintillateur réagit exactement de la même façon que le premier. Et pour cause, ces appareils sont calibrés pour mesurer des taux de radiation entre 0,03 et 30 microgrès par heure. À ce compte-là, on peut aussi essayer de mesurer la distance Terre-Lune avec un double décimètre. Bon, cette fois-ci, notre radiologue est bel et bien convaincu qu'il existe une source majeure de radiation à l'intérieur. Mais comme les médecins ne le voyaient pas arriver, ils ont entre-temps appelé les pompiers qui, une fois sur place, sont bien déterminés à ramasser le sac et à aller le jeter dans la rivière la plus proche pour s'en débarrasser. Les bonnes idées, tout ça. Oui, parce que, au passage, le chlorure de césium, c'est ce qu'on appelle chimiquement un sel. C'est particulièrement soluble dans l'eau. Voilà. Après une longue conversation, le radiologue parviendra heureusement à les en dissuader. Une fois les diverses autorités compétentes mises en branle, la suite sera gérée de manière relativement impeccable. Dans les jours suivants et après que des annonces aient été passées, 130 000 personnes affluent dans les hôpitaux de la région demandant à être examinées pour savoir si elles sont contaminées par des radiations. La ville organise même des tests dans son stade olympique. Grâce à des compteurs Gégère, 250 personnes sont identifiées comme contaminées. Parmi elles, 20 présentent un syndrome d'irradiation aiguë et sont rapidement hospitalisés. Syndrome d'irradiation aiguë, anciennement appelé mal des rayons. Je vous refais un topo ou on considère qu'on en a déjà suffisamment parlé sur cette chaîne? Bon allez, rapidement, imaginez un coup de soleil au 3e degré, mais partout, sur tout le corps, y compris à l'intérieur. Si vos cellules sont suffisamment abîmées, vos organes se liquéfient, et la gangrène vous bouffe de partout parce que votre système immunitaire n'existe plus. Au passage, petit effet sympathique de la contamination au césium-137, au-delà des symptômes absolument horribles, j'entends. C'est qu'à partir d'une certaine dose de contamination interne, le corps humain chauffe et cherche à réguler sa température en transpirant abondamment. On l'a dit, le césium-137 en présence est un sel qui s'est accumulé dans le corps des malades et s'échappe alors par les pores de leur peau. Et les patients deviennent à leur tour des sources de radiation qu'il faut donc également traiter comme telles, en les lavant quasiment en permanence. La décontamination a été si bien menée qu'au final, le bilan humain n'est pas aussi élevé qu'il aurait pu l'être. Alors attention, ça reste quand même un accident historique. Il existe une échelle internationale des événements nucléaires et l'accident de Goiânia y est classé au niveau 6 sur 7. C'est le pire accident nucléaire d'Amérique latine. On a parlé du Gray, parlons brièvement du Becquerel. Ce coup-ci, c'est une unité qui mesure le nombre de désintégrations atomiques. Un Becquerel, c'est une désintégration. Un crépitement de compteur Gégère, c'est un Becquerel. Au moment où elle a été volée, la capsule de césium contenait encore 50,9 Tera-Becquerel. Tera-Becquerel. Lors du nettoyage, 44 furent récupérés. Ce qui veut donc dire logiquement que 7 Tera-Becquerel ont continué à se promener dans la nature. Le césium-137 ayant le bon goût d'avoir une demi-vie assez brève de 30 ans, aujourd'hui il en reste un peu moins de la moitié. Tout ça, sachant qu'on part quand même de 2 Pékins avec un tournevis et à l'arrivée on a 130 000 Brésiliens dépistés et 250 contaminés. D'ailleurs, Roberto dos Santos Alves et Wagner Motta Pereira
ont tous les deux survécu. Le compte-rendu de l'accident rédigé en 1988 par l'AIEA ne donne pas d'indication sur le niveau de radiation qu'ils ont reçu, mais on peut supposer que ça devait être considérable. Le coin où Roberto s'est acharné sur la capsule sous son manguier a été mesuré à 1,1 gré et toute la zone a été fortement contaminée. Devair Alves Ferreira a survécu à une dose incroyable de 7 grés. Le rapport de 88 indique que ça pourrait être dû au fait qu'il a passé beaucoup de temps hors de la maison et que son exposition a été fractionnée. En effet, si une exposition aux radiations est fractionnée, ça laisse le temps aux cellules de se réparer. Alors que si vous les irradiez en continu et qu'elles tentent de réparer leur ADN alors même qu'il est en train d'être foutu en l'air, enfin tout ça pour dire que le fractionnement d'une irradiation est en général moins mortel. L'employé qui a transporté le sac en bus jusqu'à l'hôpital a eu une brûlure importante à l'épaule et a reçu une dose corporelle totale estimée à 3 grés. Il a également survécu. Le docteur Paulo Roberto Monteiro, qui a réceptionné le dit sac, a reçu une dose estimée à 1,3 grés et a survécu aussi. En revanche, tout le monde n'a pas eu cette chance, et l'histoire a tout de même fait 4 morts. D'abord, Maria Gabriela Ferreira, 37 ans. On estime qu'elle a sauvé d'innombrables vies en signalant l'incident aux autorités. Elle a reçu une dose de 5,7 grés. Son état s'est aggravé au fil du temps et elle a souffert d'hémorragie interne aux membres, aux yeux et au tube digestif. Ensuite, 2 des employés de Ferreira, chargés de démanteler la capsule avant d'aller revendre la ferraille, sont morts à 22 et 18 ans des suites de graves problèmes pulmonaires après avoir vraisemblablement inhalé des poussières radioactives pendant leur travail. Ils ont reçu des doses de 4,5 et 5,3 grés. Et enfin, la petite Lady das Neves Ferreira, 6 ans, qui a été exposée à une dose de 6 grés après avoir ingurgité du césium-137. Elle meurt après plusieurs jours d'une souffrance horrible qui se conclut par une immense hémorragie interne. Quand je vous parlais de liquéfaction, j'exagérais pas spécialement. Le syndrome d'irradiation aiguë, c'est une horreur. La réponse du gouvernement à la catastrophe a certes été adéquate, mais la désinformation s'est répandue comme une traînée de poudre. Abonne-toi pour toujours plus de mauvais jeux de mots. Et dans un quartier mal informé où la prévention au risque nucléaire était pour ainsi dire inexistante, ça pouvait pas bien se passer. À ce moment-là, les événements de Tchernobyl, bien qu'ayant eu lieu à l'autre bout du monde, ont défrayé la chronique il y a tout juste un an, et la peur est dans tous les esprits. De fait, l'enterrement de la petite Lady a ainsi provoqué une véritable émeute de près de 2000 personnes qui se sont servis de jets de pierre et de briques pour bloquer le corbillard parce qu'ils pensaient que le corps de la jeune fille allait empoisonner les sols. Les autorités ont dû intervenir pour que le rite funéraire puisse effectivement avoir lieu. Les 4 corps des victimes sont enterrés dans des cercueils doublés de plomb, entourés de tonnes de béton. Celui de Maria Gabriela pèse plus de 500 kg et contient une couche de plomb d'un demi-centimètre d'épaisseur. Une fenêtre était ouverte à l'avant, permettant à la famille de regarder à l'intérieur afin de voir Maria et de pouvoir lui dire au revoir. Celui de la petite Lady est encore plus lourd, car elle a été encore plus irradiée. Plus de 700 kg de plomb. Une fois les cercueils descendus dans des tombes, il a fallu 2 heures pour remplir le tout de béton. En parlant de béton, le 30 septembre au matin, les autorités retournent à la Vigilancia Sanitaria pour contenir les restes de la source orpheline. Une grue va passer par-dessus le mur d'enceinte de la cour intérieure et descendre une section de tuyaux d'égout en béton autour de la chaise restée là et surtout autour du sac toujours sagement en train d'irradier le quartier en toute tranquillité. On coule ensuite du béton dans le tuyau pour sceller le tout et instantanément, les niveaux de radiation se mettent à chuter. Pour les autres sites contaminés, un hélicoptère a été déployé pour survoler les 67 km² de la ville. Des détecteurs montés dans des voitures ont vérifié plus de 2000 km de route. 85 maisons ont été identifiées comme étant gravement contaminées. 42 d'entre elles ont été traitées à grand renfort d'aspirateurs et de Karcher. Les autres ont été démolies. 3 bus, 14 voitures et me demandez pas pourquoi, 50 000 rouleaux de PQ radioactifs ont été identifiés. Et non, je vais pas tenter de m'imaginer ce que ça ferait d'utiliser du PQ radioactif, merci pour vos idées à la con. Il a donc fallu traiter une énorme quantité de déchets. 3800 fûts industriels, 1400 caisses métalliques, 10 conteneurs de transport et 6 conteneurs cylindriques aux parois en béton armés de 20 cm d'épaisseur ont été nécessaires pour tout contenir et tout confiner dans 2 réservoirs spécialement construits pour l'occasion.
Au total, c'est 12 000 m3 de déchets qui sont, aujourd'hui encore, surveillés de près par les autorités. Tout ça avec, au départ, ce volume de poudre de chlorure de césium-137. Je vous laisse imaginer le désastre si les pompiers avaient effectivement jeté le sac dans la rivière. Après l'incident, les irradiés ont été ostracisés par la communauté. Leurs voisins, comme ils l'avaient fait lors de l'enterrement de la petite Leyde, tentèrent d'empêcher certaines familles d'emménager dans d'autres quartiers. Et plus largement, les habitants de Goiânia ont eu du mal à voyager après ces événements. Les hôtels leur refusaient des chambres, les pilotes refusaient de voler s'ils étaient passagers, les chauffeurs de bus ne les autorisaient pas à monter à bord et même conduire leur voiture n'était pas sûr. Certains ont été caillassés parce que leur véhicule portait une plaque d'immatriculation de Goiânia. Les produits de la ville ont été boycottés pendant un certain temps dans les autres États, car les gens craignaient qu'ils ne soient contaminés. Judiciairement parlant, ce sont tout d'abord les 3 médecins propriétaires et gérants de l'IGR qui ont été accusés de négligence criminelle. En l'espèce d'avoir laissé derrière eux une machine contenant des déchets radioactifs mortels. Cependant, pour tout un tas de raisons juridiques complexes, ils n'ont pas pu être reconnus comme responsables. Ils ont toutefois été condamnés à payer une amende conséquente à l'État pour avoir laissé la clinique tomber en ruine. Les 2 ferrailleurs n'ont pas été accusés durant le procès, pas plus que notre gardien amateur de navets cinématographiques. Avant de terminer cette histoire, je vais me permettre une dernière petite digression en lien avec le rapport de l'AIEA. Il y a quelques années maintenant, j'ai sorti un épisode sur la pollution lumineuse. Ça s'appelait « La lumière peut-elle tuer ?» et mon intro parlait de nombreux cas de collisions d'oiseaux avec des bâtiments comme des ponts, des gratte-ciels et des phares maritimes qui avaient tous pour point commun un éclairage nocturne significatif. Les oiseaux, se dirigeant dans leur vol nocturne grâce à des points de repère lumineux, comme la Lune ou certaines étoiles, perdent tout sens de l'orientation à proximité de fortes sources lumineuses artificielles, finissent par tourner en rond et s'épuisent s'ils ne finissent pas le crâne fracassé contre un building. Leur capacité à se diriger en fonction de sources lumineuses, ou phototaxie, est un cadeau de l'évolution, lentement acquis au fil des générations sur des dizaines de milliers d'années. Bien entendu, ce bienfait évolutif ne peut pas s'adapter aux brusques changements de l'environnement causés par l'être humain et sa fâcheuse tendance à éclairer tout ce qu'il construit. Et ouais, la pollution lumineuse, ça emmerde pas que les astronogeeks. En biologie de l'évolution, on appelle ce genre d'impasse un piège évolutif. Alors, on n'est certes pas des piafs, mais il arrive parfois que nous autres humains soyons pris dans un piège évolutif tout aussi mortel. Il n'y a effectivement pas que les oiseaux qui soient attirés par la lumière, et plus généralement parce qu'ils brillent. Parce que nous aussi. Alors bien entendu, pour les humains, ça concerne plus souvent les pierres précieuses, les carrosseries de voitures bien propres, les métaux rares, bref. Le brillant est associé au luxe, à la richesse et donc au statut social. Pour autant, il semblerait bien, selon certaines études en psychologie, que le brillant nous attire dès notre plus jeune âge, au stade où nous sommes encore loin des considérations du regard des autres et de la réussite. Pour la bonne raison qu'il nous indiquerait une potentielle source d'eau potable, faisant danser sous nos yeux les reflets de l'astre du jour. Cette attirance pour ce qui brille nous viendrait donc de particulièrement loin, puisqu'elle semble toucher à un de nos besoins fondamentaux. Et si l'on en croit la conclusion du rapport de 1988 rédigé par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'intérêt suscité par la lueur bleue émanant du chlorure de césium a significativement affecté le cours des événements de Goiânia. Parce que l'humain est ainsi fait que le brillant l'attire, et en faible créature sociale qu'il est, il lui faut à tout prix partager, montrer à son prochain la source de son attrait et de son émerveillement, et malheureusement, en 1987, on n'avait pas encore Instagram. En d'autres termes, si le césium n'avait pas été hautement radioactif, au point de générer un effet Cherenkov, lui conférant cette lueur presque surnaturelle, il n'aurait vraisemblablement pas intéressé les principaux protagonistes de notre histoire, et davantage de gens s'en seraient sortis indemnes. Depuis Goiânia, le césium-137 a été remplacé par du cobalt dans bon nombre de dispositifs de radiothérapie, une substance solide qui se répand moins facilement que de la poudre. En outre, le contrôle sur les sources de radiation a été revu. Elles sont enregistrées dans une base de données, ce qui permet d'éviter qu'elles ne deviennent des sources orphelines, et si elles devaient toutefois devenir problématiques, d'accéder rapidement à leurs spécifications exactes, afin d'assurer qu'une équipe d'intervention serait, aujourd'hui, mieux préparée à faire face à une contamination. Quoi qu'il en soit, quitte à s'émerveiller de trucs qui brillent, je vous recommande quand même de lever les yeux au ciel et d'être astronogeek.
à la revoyure.